Bonjour et bienvenue au balado à l'écoute des volontaires du Ceci, ce balado où l'on discute en compagnie de nos volontaires de leur mandat et de leur expérience à l'international. Je suis Julia, votre animatrice, et je suis en compagnie aujourd'hui de Marie-Hélène Maher, gestionnaire en innovation et solutions technologiques chez Financière des professionnels, et Rokhaya Solange Ndir, présidente du FESTIC, l'Association des femmes sénégalaises des technologies de l'information et de la communication. Bonjour, mesdames, et bienvenue. Merci. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené au numérique et à la stratégie digitale? Commençons par Marie-Hélène. Parfait, je vais commencer. Moi, c'est un parcours un peu atypique. Commencé en relations de presse. C'était l'avènement des réseaux sociaux, du marketing numérique. Donc, je me suis lancée là-dedans parce que j'ai toujours aimé tout ce qui était l'innovation. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé en agence et aidé beaucoup d'entreprises à faire leur stratégie numérique. Et puis, bon, probablement parce que j'ai un conjoint qui est dans le développement informatique, j'ai commencé à être nourrie par ça. Et en rentrant chez Financière des professionnels, j'ai vraiment vu tout ce qu'on pouvait faire, autant en gestion de projet qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies. Donc, au fur et à mesure, je me suis formée. On m'a donné des chances aussi. Et puis maintenant, depuis 6 ans maintenant, je suis à la tête d'une belle équipe d'une vingtaine de personnes où on touche autant à la gestion de projets numériques, à l'innovation comme l'intelligence artificielle, que tout le volet cybersécurité aussi. Donc voilà, ça fait le tour de mon parcours. Super. Rokhaya Solange. Merci beaucoup, Julia. Mais tout d'abord, je voudrais dire que je suis ravie de participer à cette émission Balado en compagnie de Marie-Hélène. C'est un plaisir. Et donc, comment je suis arrivée dans le numérique et le digital? Moi, ça fait 20 ans que je travaille chez un opérateur télécom. Et depuis 10 ans que je m'occupe de programmes d'inclusion numérique pour les femmes et pour les jeunes. Et donc, ça m'a permis de comprendre les enjeux qu'il y a sur cette révolution dans laquelle nous vivons depuis un certain nombre d'années. Et depuis un peu plus de 5 ans, je suis la présidente de l'Association des femmes sénégalaises dans le numérique, où on travaille essentiellement sur de la formation, sur de l'inclusion, sur du mentorat et sur un plaidoyer pour une meilleure représentativité des femmes dans le monde du numérique. Vous avez toutes deux été jumelées dans le programme Femmes entrepreneurs solidaires du Ceci. Ce programme d'une durée de 5 à 6 mois est une initiative de mentorat international réciproque qui jumelle des femmes entrepreneurs du Canada avec leur homologue d'Afrique ou d'Amérique latine, donc exactement votre situation. Que recherchez-vous en joignant ce programme et comment avez-vous trouvé des réponses à ces besoins ensemble? Oh, Rokhaya Solange, je vais te laisser commencer. Il y a tellement de choses à dire. Oui, comme dit Marie-Hélène, il y a énormément de choses à dire sur ce programme Femmes entrepreneurs solidaires, qui est, je tiens à saluer, une excellente et une magnifique innovation, un magnifique programme du CECI. On a pu en bénéficier dans le cadre du partenariat entre le FESTIC et le CECI. Et il y a quelques mois, donc, on a bénéficié d'un programme de mentorat, d'accompagnement avec Marie-Hélène, qui s'est clôturée par une visite à Dakar, où pendant 2 semaines, Marie-Hélène a eu l'occasion de rencontrer des femmes entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là à Montréal pour qu'on puisse faire cet échange dans les deux sens. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que c'est quelque chose qui nous a permis de faire des partages de best practice. Des femmes entrepreneurs, il y en a partout dans le monde, mais ces femmes entrepreneurs ont des réalités bien particulières en raison du contexte des pays, économique, social, culturel. Mais il y a un soubassement commun à toutes ces femmes-là qu'on a pu constater avec des échanges qu'on a eus. Nous, c'est la première fois qu'on échangeait avec des femmes entrepreneurs du Canada, avec des femmes qui ont l'expérience de Marie-Hélène. Et on a pu voir les jonctions possibles et surtout les volets sur lesquels il était possible de s'enrichir mutuellement. Parce que les contextes de résilience sont là. Les femmes sont résilientes, quel que soit l'endroit où elles sont, mais elles sont résilientes de manière différente. Et donc, on a pu vraiment échanger, discuter des volets comme la formalisation, par exemple, qui ont été très, très importants pour nous sur les femmes entrepreneurs. Faire découvrir à Marie-Hélène les réalités, comme on en reparlera un peu, la fintech, d'autres sujets. Donc, je pense que c'est un programme qui a été extrêmement enrichissant et qui nous a permis d'avoir cette passerelle, ce pont entre les deux continents. C'est vraiment bien dit.
Puis effectivement, moi, ce que je suis allée vraiment chercher, puis c'était la volonté quand je suis rentrée dans le programme, j'étais présidente de la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec, c'est de pouvoir bénéficier d'une expérience, voir ce qui se fait ailleurs, voir comment on pouvait avoir une complémentarité aussi dans les expériences pour pouvoir éventuellement amener ça ici, pouvoir en parler. Puis, bon, jeudi, on aura l'occasion d'en parler lors d'un échange avec la Jeune Chambre de commerce des femmes du Québec et Rocaille Solange aussi. Le but, c'est vraiment de faire des petits avec tout ça, puis de dire on n'est pas tout seul comme entrepreneur. Il y a des gens qui vivent les mêmes réalités aussi, travaillons ensemble. Donc, c'est un peu ça qu'on est allé chercher là, dans cette superbe organisation-là du Ceci. Qu'est-ce qui vous a le plus surprise dans vos réalités entrepreneuriales respectives? C'est... Comment je pourrais dire ça? Des fois, c'est de ne pas voir les opportunités qu'on a en face de nous. Quand j'ai fait le séjour à Dakar, je me suis dit, on avait tellement des femmes résilientes devant nous, puis qu'il y avait beaucoup de petits obstacles, mais qui trouvaient des solutions, qui travaillaient avec vraiment la communauté pour trouver ces solutions-là. Puis ce que je me disais, c'est que nous, nos réalités, c'est que des fois, on frappe des murs. C'est très difficile pour nos entrepreneurs de travailler ensemble ou de voir un petit peu le filon. Qu'est-ce qu'elles pourraient travailler aussi pour se débrouiller dans tout ça? Donc, je trouve que ça, moi, j'ai retiré beaucoup de ça aussi. Puis on va avoir encore la chance d'en parler, puis de pouvoir inspirer des gens, justement, à travailler plus en communauté, ensemble et non pas en compétition ensemble. Puis c'est ce qui est ressorti, je crois, là, du séjour, puis des échanges aussi. C'est l'échange, le partenariat, comment on peut travailler ensemble, l'esprit de communauté aussi entourant les femmes, là. Alors, pour ma part, moi, il y a 2 points qui m'ont particulièrement frappée. C'est qu'on n'entreprend pas forcément pour les mêmes raisons. Au Sénégal, on a beaucoup plus un entrepreneuriat de survie, comme je l'appelle, pour pouvoir avoir des revenus qui vont nous permettre juste de manger, de vivre au quotidien. Et donc, les systèmes sociaux ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes aides, on n'a pas le même dispositif social que dans les pays du Nord. Donc, on entreprend, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Mais ce que j'ai constaté depuis que je suis ici, depuis une semaine que je suis au Canada, c'est qu'il y a un soubassement commun dans cet entrepreneuriat féminin. C'est la résilience, mais il y a un point que j'ai beaucoup entendu depuis une semaine, qui est une réalité pour les femmes entrepreneurs ici, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle, qu'on retrouve aussi au Sénégal. Alors, on se rend compte que les femmes ont toutes les mêmes problématiques. Comment j'entreprends et comment j'arrive à préserver mon équilibre vie privée, vie professionnelle. Donc, j'ai été très contente de voir qu'on a à peu près ces mêmes problématiques-là, même si les solutions ne seront pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, la réflexion sur ces problématiques-là, elle est là pour nous toutes. Et comment on y arrive à trouver cet équilibre? Après toi, Anna. Alors, lorsque je prends mon cas en tant que femme entrepreneur, je pense que le partage, l'échange entre femmes nous a beaucoup aidés. Parce que très souvent, on se rend compte que de manière naturelle et instinctive, on développe des solutions pour pouvoir gérer la maison, gérer les enfants. Donc, et ça va. Pour moi, le soubassement de tout ça, c'est la résilience des femmes. Elles arrivent à trouver des solutions. Elles n'ont pas le choix. Mais après, on n'a pas forcément un partage. Et donc, le fait de pouvoir échanger avec une autre femme entrepreneur, dire « Ah, mais toi, comment t'as fait comment tu arrives à gérer tes enfants, comment tu pourras les chercher à l'école, toutes ces choses-là, c'est ce partage. Et pour moi, la clé, c'est la sororité. C'est vraiment cette solidarité féminine-là qu'il faut mettre en avant au maximum pour réussir à trouver cet équilibre de vie privée, vie professionnelle. Je pense que ça marche assez bien. Je pense que tu amènes un bon point. Puis je pense un point intéressant, puis on le vit beaucoup en Amérique du Nord, c'est le fait d'être une superwoman. Et maintenant, les gens, puis j'ai beaucoup de gens, amis qui sont entrepreneurs, qui ont des nounous, tout ça, et qui n'osent pas le dire parce qu'ils disent « Mais oui, mais j'ai l'air d'être lâche. » Tu n'es pas lâche. Tu donnes le meilleur à ton enfant pour pouvoir avoir une carrière aussi. Mais je trouve que c'est nourri énormément par cette image-là d'un entrepreneur fort, qui fait de l'argent, qui réussit, qui a une grosse maison, et on oublie l'essentiel de l'entrepreneuriat aussi. Fait que je pense que justement, dans la sororité, le fait de partager ces réalités-là aussi, puis je crois que les plus jeunes entrepreneurs le font de plus en plus
parmi les réseaux sociaux, tout ça, de montrer que c'est pas évident, c'est difficile d'être entrepreneur. Il y a des moments où c'est difficile de payer le loyer, il y a des moments où c'est des grandes victoires, c'est pas juste une série de victoires aussi. De montrer cette réalité-là, puis de voir comment on peut partager aussi ce qui a été bien, moins bien aussi. Comme ça, tout le monde est gagnant aussi. Donc, effectivement, je pense les échanges, puis un peu comme le Ceci fait, de faire ces partages-là un peu partout dans le monde aussi, ça amène des réalités puis des constats aussi. Puis après ça, on continue justement ces échanges-là aussi, puis on redéfinit un peu l'entrepreneuriat qui, selon moi, encore là, je l'ai dit pour moi-même, qui est très différent d'un entrepreneuriat qui a une tendance un petit peu plus masculine, plus dans une compétition aussi, où on veut gagner à tout prix. Donc, je pense que des initiatives comme ça nous permet de redéfinir un peu l'entrepreneuriat en général. Vous partagez toutes deux une solide expérience en transformation numérique. Alors, ça a dû teinter vos échanges un tantinet. Quel rôle cette compétence a-t-elle joué dans vos réflexions sur l'entrepreneuriat féminin? Bien, c'est sûr qu'à chaque fois, peut-être que Rokhaya Solange va être comme moi, quand on pense techno, on pense tout le temps solution. Mon cerveau, moi, c'est un problème, une solution. Donc, c'est sûr que quand on arrive, peu importe les entrepreneurs, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient au Canada, c'est un problème d'accessibilité. Qu'est-ce que je peux trouver pour que ce soit plus facile? Quel outillage je peux donner pour permettre à quelqu'un dont l'administration est très lourde d'avoir une automatisation? Là, on peut peut-être en parler un peu plus tard, d'intelligence artificielle aussi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter le travail des gens, faciliter le travail des gens qui n'ont peut-être pas nécessairement l'argent dès le début, surtout les jeunes entrepreneurs, pour pouvoir mettre en place différents programmes. Donc, c'est sûr qu'on en a énormément parlé quand j'avais les rencontres avec les entrepreneurs, parce qu'il y a cette curiosité-là. Mais il y avait plein d'autres sujets aussi qu'on a traités ensemble. Oui, on a énormément de sujets. Alors, pourquoi le numérique dans ce volet entrepreneuriat-là? Lorsque je prends le cas des femmes au Sénégal, elles sont dans la transformation digitale sans s'en rendre compte. Parce que, comme je l'ai dit, elles ont un smartphone entre les mains. Elles utilisent des canaux comme WhatsApp ou même d'autres choses. Elles sont digitales, mais elles n'ont pas conscience de l'utilisation, mais surtout de l'impact que ça peut avoir sur leur activité en termes de génération de revenus. Et il suffit des fois juste de leur montrer un petit accompagnement. Je donne un exemple très simple, WhatsApp Business, par exemple. Toutes les femmes sont sur WhatsApp, mais ne connaissent pas forcément WhatsApp Business, qui est un jalon supplémentaire pour mieux structurer et organiser leur activité. Donc, qui dit mieux structurer, organiser une activité, dit plus de ventes, dit plus de revenus, donc dit plus d'autonomisation économique pour les femmes. Donc, c'est tout naturellement que dans le cadre de l'entrepreneuriat, on essaie de pousser au maximum les femmes à se former dans le domaine du numérique et du digital. Et peut-être que, parallèlement parlant, ça aide aussi à équilibrer vie privée, vie professionnelle, puisqu'on a quelque chose pour nous soutenir, alors qu'en tant qu'entrepreneur qui débute, souvent, on est seul dans notre entreprise. C'est une réalité qui doit être assez fréquente, Rokhaya Solange? Oui, alors pour donner un exemple très clair, très simple, Julia, aujourd'hui, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place avec le numérique et le digital. Les femmes entrepreneurs, je donne mon cas, je peux faire toutes mes commandes de tout ce dont j'ai besoin chez moi avec WhatsApp. Je suis dans des marketplaces. Et donc, les fruits, les légumes, enfin voilà, tous ces condiments-là, aujourd'hui, je n'ai plus besoin, lorsque je finis ma journée de travail, d'aller au marché faire mes courses. C'est dans la journée, entre deux réunions, que je me connecte dans le groupe WhatsApp, que je passe ma commande. On a un outil extraordinaire, ce qui est le mobile money, qui me permet de transférer l'argent de mon compte vers le compte du fournisseur. Et un dispositif qui arrive également en bout de chaîne, c'est un système de livraison à domicile qui est mis en place. Donc oui, ça me soulage d'une multitude de tâches et de courses que j'aurais dû faire en fin de journée, mais qui, quand j'arrive chez moi et que ma journée se termine, je trouve déjà à la maison. Donc, c'est magique. Même constat, Marie-Hélène? Oui, et puis vous m'avez peut-être vu lever les bras. Moi, quand je suis arrivée, là, à quel point WhatsApp était fort, tout le monde avait WhatsApp d'ouvert. Tout le monde, et il y avait une facilité. Puis je trouve qu'un des grands problèmes de notre société et dans nos entreprises, c'est la communication.
on est rendu avec le mail, le Teams, tout ça. On dirait que le fait d'avoir tout ça centralisé, je trouvais ça génial. Les gens se parlaient en même temps. On l'a un peu avec nos textos, tout ça, mais que ça soit centralisé, qu'ils peuvent se passer des commandes là-dedans, je me suis dit, c'est pas 3-4 applications, c'est une seule application et tout se faisait là aussi. Et je trouvais ça tellement intéressant comme façon d'être plus efficace aussi et efficient dans une journée pour un entrepreneur, là. Ça vaut vraiment la peine d'économiser du temps pour justement passer plus de temps avec les enfants, avec le conjoint, à faire des activités aussi. Donc, encore là, d'utiliser puis de voir un outil puis de l'utiliser à son maximum, je pense que ça, c'est très bien fait. Puis le code WhatsApp, il y en a plein d'autres aussi. Moi, ça m'a frappé aussi. Mais maintenant, je l'utilise tout le temps. Je communique justement avec les gens à Dakar. Puis c'est la meilleure façon de le faire, là. Oui, c'est clair. Et surtout, ce qui est révolutionnaire avec WhatsApp, je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a l'écrit, il y a le vocal, il y a le visuel. Et ça change tout. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être alphabétisé. Dans les marketplaces dans lesquels moi je suis, j'ai très peu de texte. J'ai pratiquement pas de texte. Je vais vous montrer le fil de mon WhatsApp. C'est que des vocaux, que des vidéos. Parce que justement, vous allez avoir une tranche de femmes entrepreneurs qui sont analphabètes, mais qui ont réussi à s'approprier l'outil. Et pour l'anecdote, j'ai une amie française à qui j'ai envoyé une fois un vocal qui m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est, ça ?» J'ai dit « C'est une fonctionnalité qui existe dans WhatsApp et qui me permet d'envoyer des messages vocaux et des messages et des vidéos également. » Donc, on parle d'outils, on parle de transformation numérique. Il faut parler d'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va affecter, influencer plutôt les nouveaux modèles d'affaires des entrepreneurs au féminin? L'IA va forcément avoir un impact sur tous les modèles. Lorsqu'on parle d'IA aujourd'hui, essentiellement en Afrique, c'est vrai que la première chose qui vient à l'esprit, c'est ChatGPT. Mais au-delà, je pense que l'IA, aujourd'hui, il faut se dire comment on va appliquer l'IA à des grands secteurs comme l'agriculture, comme la santé, comme l'éducation. Quelles sont les solutions qu'on va réussir à développer pour faire évoluer ces secteurs-là. L'entrepreneuriat également, je pense que ça peut nous faire gagner énormément de temps dans le domaine du marketing, dans le domaine de la communication. On voit l'impact que ça a aujourd'hui dans ces secteurs-là. Donc, comment on l'applique à nos environnements, comment on l'applique à nos réalités. On est beaucoup en ce moment dans un stade de réflexion sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a un momentum, c'est le moment pour nous vraiment de voir quelles sont les solutions, les plateformes, enfin tout ce qui peut être fait. Maintenant, c'est des moyens aussi. C'est des moyens financiers, c'est des moyens techniques, c'est aussi des compétences, l'IA. C'est des formations. Et je pense que, voilà, de manière naturelle, en tout cas, le FESTIC, l'Association des femmes dans le secteur du numérique, va s'embarquer et s'est déjà embarqué sur ce sujet-là. Bien, c'est sûr qu'effectivement, personne ne peut passer à côté de l'intelligence artificielle, à moins de dormir dans une grotte et pas être conscient de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Ça va changer nos façons de faire. Je vois 2 points extrêmement importants. C'est l'automatisation des tâches répétitives. Ça, c'est sûr que d'envoyer des courriels de masse, pouvoir faire des réponses, pouvoir vraiment travailler des textes. On parlait du marketing. C'est fou ce que ça peut faire aussi. Donc, pour quelqu'un qui est seul, effectivement, là, ça enlève du temps, puis ça permet justement d'avoir plusieurs outils de visuels, de vidéos, de textes aussi qui peuvent faciliter les choses pour un entrepreneur. Puis, Rocaël parlait tantôt, c'est l'accessibilité aux personnes qui sont peut-être un peu, qui sont analphabètes aussi. Donc, oui, effectivement, il y a des commandes écrites, mais il y a aussi des commandes vocales que l'intelligence artificielle peut prendre aussi. Donc, tu peux aussi créer des textes, créer des vidéos, créer des visuels avec ce que tu as dans la tête. Donc, quelqu'un qui est le moindrement créatif, qui a une idée, va pouvoir générer des textes, va pouvoir générer vidéos et autre chose aussi. Donc, ça permet cette accessibilité-là à tous aussi. Puis, en ce moment, effectivement, Rocaël disait, effectivement, c'est des investissements. Je pense que plus on démocratise, plus on va avoir des outils qui vont nous
permettent d'avoir de l'accessibilité à moindre coût aussi. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. C'est quand même des bons investissements dans nos entreprises aussi, mais lentement et sûrement, on y arrive aussi. Puis on va avoir justement une facilité de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle parce que de toute façon, comme maintenant, vous pouvez faire une recherche Google, puis Google peut vous répondre par l'intelligence artificielle. Donc déjà là, les grands moteurs de recherche vont commencer à implanter de l'intelligence artificielle de toute façon. Donc vous allez être confronté à ça aussi. Donc, comme tu disais, Rocaille Solange, la formation va être probablement le nerf de la guerre, autant pour les entrepreneurs que pour les gens qui travaillent aussi pour savoir comment bien l'utiliser, là. Tout à fait. Puis l'IA, ben c'est une formidable opportunité, mais pour certaines, ça peut aussi être une menace. On constate que ça remplace, si je peux me permettre le mot, beaucoup d'emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. Donc, comment est-ce qu'on peut, dans ce contexte-là, essayer de, éviter que la gente féminine soit pénalisée par cette technologie-là? Si je peux me permettre, moi, je pense, Julia, que les personnes vont devoir maîtriser l'intelligence artificielle. D'abord et avant tout, savoir comment l'utiliser pour faire leur travail. Parce que au stade où on se parle, on n'est pas dans une super intelligence artificielle. Donc, les choses l'intelligence artificielle ne fait pas les choses à notre place et ne réfléchit pas encore comme un humain. Je ne dis pas que ça ne s'en vient pas, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, comment on va l'utiliser pour justement bien faire notre travail? Je pense que ça va être ça le nerf de la guerre aussi, de bien l'apprendre, de bien le maîtriser pour justement dire, ben moi, non seulement j'ai des études, exemple en communication, je suis capable d'avoir cette réflexion-là, mais je suis capable de nourrir l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse nous générer justement les meilleures idées ou nous amener encore plus loin. Donc, je pense que ça, à l'heure où on se parle, peut-être que dans 2 mois, ça sera plus valable parce que ça change tellement rapidement. Mais en ce moment, je pense que c'est déjà de faire ces formations-là, apprendre justement comment faire des bons prompts, apprendre à maîtriser la bête aussi. Je pense que ça va être une valeur ajoutée que les employeurs vont commencer à vouloir de plus en plus aussi. Donc, pour moi, ça, c'est peut-être le point de départ, là. Pour moi, je pense qu'il faut anticiper. Il faut anticiper au maximum. Moi, je suis surprise. Quand je suis arrivée à Montréal, je suis rentrée dans les supermarchés. J'ai vu qu'il y avait, sur 20 caisses, il y en avait 2. Il y avait 2 caisses où il y a des gens. D'accord. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, ce que tu dis, Marie-Hélène, et ce que tu dis, Julia. C'est qu'il y a des métiers qui sont en train de disparaître et qui vont au fur et à mesure disparaître. Mais la question, c'est que sont devenues les personnes qui étaient à ces caisses? Est-ce que ces personnes sont au chômage? Est-ce qu'elles ont été formées et redéployées autre part? Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Hein. C'est un grand point d'interrogation. Et pour moi, il faut anticiper au maximum, c'est-à-dire que tous ces métiers-là qui vont disparaître, il faut accompagner les gens, il faut les former, il faut les redéployer. Là aussi, je pense que ça demande des moyens. De la même manière qu'on implémente de l'IA dans une entreprise, on implémente un programme d'accompagnement parce que l'humain, c'est quand même important. Et l'humain est au cœur du dispositif. Donc, pour moi, c'est de l'anticipation et de l'accompagnement vers ces métiers du futur qui arrivent. Exact. Parce que, bon, il pourrait y avoir des employés au sein même d'entreprises avec lesquelles vous faites affaire qui pourraient éventuellement comme avoir les effets de cette montée en puissance de l'IA, mais ça reste des talents humains, comme tu dis, Rocaille Solange, qui sont importants à conserver ou à transformer du moins. Donc, parlant numérique, parlant de nouvelles technologies, au niveau de la gouvernance financière, je pense que c'est un concept que vous avez beaucoup abordé. Est-ce que l'IA a joué un rôle là-dedans? Est-ce que les nouvelles technologies également? Oui, alors je pense que Marie-Hélène a aussi été très surprise au-delà de WhatsApp lorsqu'elle est venue au Sénégal par le concept du mobile money. Parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, en un taux de bancarisation qui est très, très faible, qui est de moins 20%. Mais les nouvelles technologies et le développement du mobile money ont permis justement de développer l'inclusion financière des femmes où qu'elles soient et quelle qu'elle soit. Donc, on a un terme qui dit « mon porte-monnaie, il est dans mon téléphone » chez nous. Et c'est une réalité. C'est très, très simple aussi. C'est un dispositif qui permet d'épargner, de garder ses sous, de faire des transactions. Et donc, ça a été très, très important pour les femmes entrepreneurs d'avoir ce dispositif-là. Parce que, oui, il y a des marketplaces, mais après, si on n'arrive pas à faire des transactions financières, on est limité.
Donc, c'est toutes ces briques-là qui ont contribué à quand même développer, formaliser. Maintenant, sur ce volet formalisation-là, et je pense que c'est là où vraiment on va beaucoup travailler avec Marie-Hélène et la Jeune Chambre, c'est la formalisation. Avoir un business plan. Parce que ce business plan-là, ça permet d'assurer la pérennité. Ça permet d'assurer la rentabilité du business qu'on est en train de faire. Sinon, c'est quelque chose qu'on fait tourner au day-to-day, au jour le jour, et on aura du mal après à scaler et à dépasser un certain niveau. Donc, sur le volet financier, cette formalisation-là, avoir des business plans qui tiennent la route, c'est un élément, c'est un axe d'amélioration sur lequel je pense qu'on va beaucoup travailler avec Marie-Hélène. Effectivement, c'est un super bon point. Puis on le vit aussi chez les entrepreneurs ici aussi au Québec. Les bonnes idées, il y en a énormément. Mais le plan, il va répondre à ce qu'une institution financière donne ou souhaite donner. Mais la réflexion sur le 3-5 ans, ce que je vais faire, le nombre d'employés, des fois, pas qu'on le néglige, mais il n'est pas très clair non plus parce qu'on est tellement sur le début, le lancement, qu'on oublie ça aussi. Puis là, je l'ai vu beaucoup avec les entrepreneurs que j'ai accompagnés, mais là, elles font toutes. Parce qu'elles sont limitées avec l'argent qu'elles ont reçu. Elles veulent faire des investissements, elles veulent acheter du matériel, des locaux et tout ça. Puis là, tu leur dis, « Oh, mais qui va faire l'administration, aller voir les gens, tout ça? » « Ah, ben c'est moi. » « Ah, ben attends. Attends, puis là, tu me dis en plus de ça que tu as des enfants qui t'attendent à la maison et tout ça. Puis après ça, elle réfléchit, « Ouais, mais je fais tout ça parce qu'ils sont tellement résilients, c'est une habitude. Là, tu dis, « Attends. Sur le long terme, tu n'en auras plus d'énergie pour la valeur ajoutée. » Puis la valeur ajoutée de ces personnes-là, puis ces entrepreneurs-là, 99,9% du temps, c'est eux. C'est eux qui veulent vendre leur business, c'est leur idée, c'est eux qui veulent... C'est les meilleurs vendeurs aussi. Donc, il faut qu'elles trouvent du temps, qu'elles préparent ce business case-là, mais qu'elles prennent le temps aussi de le faire pour dire, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que je vais faire? Puis est-ce que je vais demander tant d'argent, mais est-ce que j'en aurais besoin de plus aussi? Puis aller chercher le financement approprié là-dedans aussi. Je pense que ça va être super important aussi. Puis comme Rokhaya Solange le disait, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour justement faciliter les transactions aussi? C'est la même chose qu'on a au Québec. On a plus d'outils aussi qui sont plus faciles aussi, mais déjà de réfléchir à tout ça aussi, puis d'avoir ce que j'appelle tout le temps le one-stop shop aussi, quand quelqu'un vient magasiner ou quand quelqu'un vient chez vous aussi. Ça permet une facilité aussi, puis ça permet aux gens d'avoir tout au même endroit, mais pour ça, il faut être préparé aussi. Puis tout le volet financier qui vient là-dedans est super important. On parle d'argent, de finances. Si on parlait de guerre tarifaire, un gros sujet sur la table. Est-ce que vous pensez que le contexte actuel pourrait servir l'entrepreneuriat à la fois sénégalais et québécois et pourquoi pas un mix des deux? De quelle manière? Oui, moi je suis convaincue. Alors, je sais que l'environnement géopolitique actuel peut pousser à être assez sceptique et pessimiste. Mais moi, je suis adepte de voir le verre à moitié plein et à être optimiste. Parce que pour moi, c'est une opportunité de redéfinir de redistribuer les cartes, tout simplement. On a une guerre commerciale, une guerre tarifaire. On a également des impacts sur des aides qui allaient vers certains pays. Et je pense que c'est l'opportunité de repartir sur de nouvelles bases, de redéfinir de nouveaux canaux de partenariats commerciaux. Je pense au Canada et au Sénégal, pourquoi pas, dans ce volet entrepreneuriat-là. Moi, je suis femme entrepreneur. Personnellement, je fais de la maroquinerie. Le marché canadien peut m'ouvrir grand les bras pour pouvoir développer. Et dans l'autre sens aussi, je pense que ces partenariats-là, il faut qu'on puisse les dynamiser, il faut qu'on puisse les développer, identifier les produits qui peuvent intéresser de part et d'autre, et ces passerelles-là sont là. Le Canada, c'est loin, mais c'est pas loin. On y est en moins de 24 heures. Et vous avez un énorme pays qui est extrêmement grand, avec un potentiel extrêmement fort. Et je pense qu'on a des richesses aussi en Afrique
qui peuvent vous intéresser. On a possibilité également, moi je pense qu'il y a un mélange culturel également qui peut se faire. Actuellement, vous avez un superbe festival du cinéma africain qui est en train de se dérouler à Montréal et grâce aux équipes du CECI, j'ai pu y participer. Et donc, on voit que le champ des possibles, il y a encore énormément de choses à faire sur le volet culturel, commercial, économique. Et je pense qu'il n'y a plus qu'un, hein, Marie-Hélène. J'ai tout à fait raison. Moi, je pense que, comme tu as dit, c'est une façon de redéfinir, de voir comment on veut transiger avec d'autres pays aussi. Je pense que le Canada, c'est beaucoup fié aux États-Unis parce que c'est un voisin immédiat. Donc, c'est sûr que c'est facile. Les frontières sont proches aussi. Là, ça nous permet, en tant que Canadiens, nous, de nous repositionner par rapport à nos alliés commerciaux aussi. Mais je pense que pour ça, il faut aussi que les entrepreneurs soient ouverts à ce qui se fait ailleurs puis à cette curiosité-là pour qu'on permette justement une facilité au niveau des transports, des marchandises et tout ça, parce que ça peut devenir un enjeu aussi au niveau des coûts associés à ça. Mais je pense que plus les gens veulent découvrir ça, plus on découvre l'Afrique de l'Ouest aussi, puis toutes ces possibilités, plus on le demande, plus c'est facile justement d'avoir ces échanges-là. Mais je pense que ça part justement des entrepreneurs, puis de la découverte aussi de ce qui se fait. Puis on en parlait, tu parlais de la maroquinerie, mais moi, quand je suis arrivée, je ne savais pas que Dakar avait de la maroquinerie, puis on m'expliquait ça. Je dis, ben moi, je pensais, tu sais, probablement, dans toute ma naïveté, qu'il y avait probablement juste Maroc, Tunisie, puis tout le Maghreb. Mais j'étais surprise. Je me disais, ben parfait, mais il y a peut-être des entrepreneurs ici qui pourraient bénéficier de cette maroquinerie-là. Puis plus ils la travaillent, plus ils la raffinent aussi. Donc, pourquoi pas, eux, pouvoir raffiner ça parce qu'il y a plus de demandes de notre part. Fait que c'est un donnant-donnant qu'il faut amener. Puis je crois qu'un des mandats du CECI, puis ils le font très bien avec Femmes entrepreneurs solidaires, c'est d'ouvrir justement ces esprits-là pour pouvoir dire, bien, pourquoi pas? Pourquoi pas on ouvre ça, on essaye des choses un peu par petit peu, puis après ça, pour créer quelque chose de plus gros, puis avoir vraiment un petit peu plus de marge de manœuvre pour faire des demandes à nos instances gouvernementales. Je pense que ça aide, entre autres, à faire ça aussi. Puis juste entre nos échanges, ça nous allume déjà. Puis les gens qu'on a rencontrés sur le terrain, et moi, et Rokhaya Solange aussi, ça permet d'ouvrir des nouveaux chapitres aussi pour une autre collaboration. Un peu plus de curiosité, peut-être. Être curieux, là, ça nous mènerait loin, hein? Oui. Clairement, oui. et juste pour compléter, Julia, je pense que le digital et le numérique peut énormément faciliter cette jonction-là. Ouais. Tout à fait. Donc, quel prochain défi souhaiteriez-vous relever suite à votre apprentissage réciproque dans le programme Femmes entrepreneurs solidaires? Qu'est-ce qui vous a allumé, là, qu'il y a une flamme, là? Puis on veut savoir c'est quoi cette flamme-là, là? Marie-Hélène? Ah, ben je vais y aller. Moi, c'est tout le volet formation. Comment, nous, on a cette facilité-là à avoir rapidement des formations et tout ça, puis comment on peut aider justement les autres dans leur réflexion. On parlait d'intelligence artificielle, dire, OK, comment nous, on peut apprendre de ce qu'on a vécu, puis pouvoir les aider. Je rêve, puis peut-être que je vais le dire, puis il y a quelqu'un qui va voler mon idée, mais c'est pas grave, je la donne, je la lance dans l'univers, mais d'avoir une plateforme qui pourrait être vraiment des échanges justement sur comment ça se passe dans les différents pays, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les nouveautés qui arrivent au Canada d'un point de vue technologique aussi qui pourraient desservir, qu'est-ce qui est utilisé en Afrique aussi pour pouvoir justement avoir ces échanges-là aussi. Parce que de toute façon, moi, ce que j'ai appris, ça me fait plaisir de le partager. Puis si ça peut allumer quelqu'un d'autre aussi, pour moi, mon pari est gagné. Donc, je vais le lancer dans le micro en pensant que ça va passer dans l'univers aussi. Puis il y a peut-être quelqu'un qui va le faire un jour. Ça va peut-être être un partenariat avec le FESTIC aussi, mais de rassembler ça pour rassembler les bonnes idées aussi en utilisant le numérique, je pense que ça serait comme quelque chose qui arrive à point, là. Oui, mais je trouve que c'est une excellente idée. Moi, mon rêve, ce serait qu'on arrive à monter à l'échelle sur ce type de programme-là, parce que j'ai eu la chance de venir au Canada. Marie-Hélène également a eu la chance de venir au Sénégal. Il y a des centaines de Rokhaya Solange, des milliers de Marie-Hélène aussi. Et donc, il faut, je pense que pour moi, c'est vraiment un début de ce que nous pouvons faire et du champ des possibles. Il faut que justement, avec le CECI, la Chambre de commerce et d'autres structures, qu'on puisse
voir comment on monte à l'échelle sur ce genre de programme-là, parce que je pense que plus on aura ces programmes qui nous aident à level up, hein, à nous développer, plus on aura une masse critique, plus on aura d'impact. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut qu'on cherche le maximum d'impact possible. Et ça, comme dit Marie-Hélène, je lance ça dans l'univers. Et on se dit, on est des milliers de femmes de part et d'autre à pouvoir se level up. Alors, je suis certaine que quelqu'un va attraper ces 2 belles bouteilles à la mer. C'est la fin de notre épisode. Déjà, ça passait C'est passé très vite, hein? Oui. Merci beaucoup. C'était tellement passionnant. Ben oui, merci Julia de nous avoir reçus. Merci, Julia. Puis, est-ce que je peux juste dire une dernière affaire? Mais oui, s'il te plaît. Moi, je pense que les gens qui vont nous écouter puis qui ont ce petit doute-là, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais avoir le temps? Je pense que tout le temps qu'on prend pour participer à ce genre de programme-là, le bénéfice est tellement grand au niveau des échanges, au niveau des discussions, au niveau des idées, au niveau de ce qu'on ramène aussi dans le cadre de notre travail. J'y penserais même pas 2 fois. Moi, si c'était à refaire, même si j'étais extrêmement occupée, pour moi, ça a valu tout le temps que j'y ai mis aussi, puis les échanges, parce que ça reste. Puis c'est des expériences qu'on peut pas oublier, là. Mais ça donne envie. Rokhaya Solange, un dernier mot? Oui, moi, j'adhère totalement à ce qu'a dit Marie-Hélène. C'est vrai que c'est du temps, c'est du sacrifice. Mais en fait, le résultat qu'on voit après est tellement magnifique. Je pense qu'on a cette capacité-là de pouvoir changer les choses. Donc, il ne faut pas hésiter une seule seconde d'apporter sa pierre à l'édifice. Pour moi, c'est un peu comme le petit colibri qui lui aussi joue sa partition. On a aujourd'hui l'opportunité, chacun et chacune, d'apporter notre pierre à cet édifice-là, de contribuer au développement de l'entrepreneuriat ici, chez nous, en tout cas partout dans le monde, parce qu'on est dans un village planétaire. Donc, allons-y. Moi, je vous écoute parler depuis tantôt, là, puis il y a un mot pour résumer ce merveilleux balado, je dirais résilience. Êtes-vous d'accord? Oui, je dirais résilience et impact. Et impact. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Une résilience avec de l'impact. Parce que des fois, c'est pas nécessairement foncer dans le tas. Des fois, c'est simplement prendre le temps de bien faire les choses. Puis je pense que c'est une force qu'on voit beaucoup transparaître à travers vos témoignages. Puis vraiment, bravo pour votre merveilleux parcours. Donc, merci énormément d'avoir partagé votre expérience. Je suis certaine, comme je disais tout à l'heure, que ça va en inspirer d'autres. Donc, pour nos auditeurs, auditrices qui seraient interpellés par le programme Femmes entrepreneurs solidaires, alors vous pouvez aller chercher plus d'informations sur ceci.org. Le programme est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Sur ce, je vous dis à bientôt encore. Un énorme merci, mesdames. Merci à toi. Merci à toi, Julia. Et à bientôt.